Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans cette série de podcasts via laquelle on va essayer de mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Les entreprises les plus performantes se développent rarement par le simple fait d'une croissance organique. Elles recherchent généralement des partenariats fructueux et des acquisitions stratégiques susceptibles d'améliorer leur compétitivité et leur rentabilité. Si le concept est simple, de nombreuses pressions et résistances influent sur la capacité d'une entreprise à atteindre ses objectifs. Savoir bien s'entourer, anticiper et préparer ses acquisitions sont les meilleures armes dont disposent les entreprises pour réussir cette transformation. Il faut accepter de changer de dimension, de management, de perspective. Une fois maîtrisée, la croissance externe peut se révéler être un outil efficace pour innover de façon continue. Elle peut même constituer le fondement d'une renaissance. Alors que ce phénomène est l'un des principaux moteurs aux États-Unis, la French Tech peine encore à grandir via des build-up massifs. La période actuelle va sans doute accélérer ce phénomène. Vous écoutez Grow Fast, Now What, le podcast qui explore les 7 piliers de la croissance de la French Tech. Et je suis ravi de recevoir Nicolas Brusson, CEO et cofondateur de Blablacar. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci de m'accueillir. Nicolas, en te présentant en quelques mots, tu as travaillé dans la Silicon Valley dans des startups, puis en tant que VC à Londres, et tu as rejoint Blablacar à ses débuts. Et tu as occupé plusieurs postes au sein de cette superbe licorne française dont tu es CEO depuis octobre 2016. Blablacar en 2 mots, c'est la plus large communauté de covoiturage longue distance au monde. La plateforme met en relation des conducteurs voyageant avec des places libres et des passagers se rendant dans la même direction. Ils partagent un trajet et les frais qui y sont liés. Blablacar souhaite devenir la place de marché de référence de la mobilité partagée sur la route. Nicolas, pour commencer ce podcast, on aimerait bien savoir comment va Blablacar et comment Blablacar a vécu cette crise. Oui, c'est une crise forcément inédite. Hein, on n'a jamais vécu ça. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça correspond à ce que j'appelais à chaque fois, et c'est comme ça que je le présentais aux équipes, en anglais, les unknown unknowns. Et à chaque fois que je disais que énormément de startups évoluent, meurent, se plantent, accélèrent, non pas pour des facteurs qui étaient prévus dans le business plan et qu'on imaginait qui étaient liés à la concurrence ou des notions de marché, mais purement c'est Black Swan ou c'est Unknown Unknown. Et en réalité, moi j'en ai vécu 3. Enfin, Covid, c'est la 3e dans ma carrière de start-upper qui a, comme tu le disais, commencé dans la Silicon Valley en 99. En gros, il y a 2 choses qui comptent quand pour se préparer à une crise, c'est les ingénieurs et le cash. Donc en gros, il faut préserver les talents d'ingénierie, le talent, la propriété intellectuelle et avoir du cash. Et donc, on a eu la chance d'entrer dans cette crise avec une balance sheet plutôt solide, parce qu'on a toujours levé de l'argent quand on avait de l'argent, on a toujours fait attention à avoir des cash burn pas délirants. Donc déjà, la première chose, c'est que ça nous a permis, là, sur les derniers 3-4 mois, de gérer les choses sereinement. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit waouh, on a 3 ou 4 mois ou 5 mois de cash en banque, ce qui était quand même le cas de beaucoup de startups. Si tu m'avais demandé il y a 1 an qu'est-ce qui peut arrêter votre activité dans 22 pays en 1 mois, franchement j'aurais eu du mal à trouver. Eh ben on a trouvé. Le Black Swan, le fameux. On a trouvé le Covid. Et donc c'est quand même incroyable de se dire qu'un phénomène comme ça a arrêté 100% de notre activité pendant un trimestre. On le sait peut-être pas assez, mais Blablacar, c'est aussi l'histoire de beaucoup d'acquisitions. On en compte une 12aine. Et ce qui m'intéresserait, ce qui, je suis sûr, intéresserait nos auditeurs, c'est de comprendre un petit peu votre stratégie d'acquisition. Il y a un terme que j'ai trouvé assez intéressant, le fameux terme de acquis hiring. Donc c'est du franglais, mais on l'aura bien compris. Voilà, quelle était la stratégie? Et j'ai le sentiment que dans cette 12 acquisitions, il y a eu plusieurs étapes. Est-ce que tu veux nous parler un peu de votre politique d'acquisition? Et tu as été très impliqué dans ton rôle chez Blablacar sur ces sujets. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on en parle, mais c'est vrai que c'est peut-être peu ou pas assez connu dans notre expansion internationale et dans notre développement de manière générale, même au-delà du développement international. On a fait beaucoup d'acquisitions. Donc on a mis le M&A au centre de la stratégie très tôt. Et c'est vrai que dans la plupart des startups, ça arrive assez tard.
Donc ça arrive quand la société est plus structurée, plus une scale-up. Et nous, on l'a fait très très tôt. Peut-être juste pour bien comprendre la stratégie. On a commencé en gros en 2012, le premier M&A était en 2012. À l'époque, Blablacar faisait quasiment 0 chiffre d'affaires. Enfin, le chiffre d'affaires a commencé à rentrer de manière importante sur le modèle C2C à partir de 2011, 2011-2012. Et à l'époque, on avait une vision très claire qui était de devenir au moins un acteur européen, voire un acteur global. Donc c'était vraiment une des obsessions que je portais particulièrement, c'était je voulais pas qu'on refasse une société consumer franco-française. On en avait fait plein dans le passé très bien, les Se Loger, les Price Minister qui étaient des succès, mais on n'avait jamais réussi à faire ce que les Américains font tout le temps, ce que les Suédois faisaient plutôt bien, ce que les Israéliens faisaient plutôt bien. Et moi, fort de mon expérience de VC à Londres et 7 ans dans la Silicon Valley, j'avais vraiment envie de ça. J'avais vraiment envie de se démontrer, de nous démontrer qu'on pouvait faire un acteur européen. Et donc, très vite, tu te dis comment t'étendre rapidement et te projeter rapidement à l'international en tant qu'acteur français. Et le fameux Acquire ou Key Hire, c'était un peu ça, c'était se dire comment est-ce que je trouve rapidement des talents en Italie, en Espagne, en Allemagne, plus tard en Russie, en Turquie, etc. etc. Est-ce que ça va être simplement en utilisant un modèle plus classique de dire je vais ouvrir une filiale, je vais essayer d'embaucher quelqu'un en local ou je vais envoyer un des Français de mon HQ, essayer de l'envoyer en Allemagne, etc. Moi, je croyais... ce modèle est utilisable, mais je ne crois pas à ce modèle pour aller vite. Pour aller vite, réfléchir géographie et acquisition. C'était un peu dans l'ADN de l'équipe au départ. J'y crois. Ouais, c'est ça. En fait, je crois pas que ce modèle suffise, en fait, parce que tu as du mal à trouver des top talents dans les pays. C'est-à-dire, t'es pas connu, donc tu repars de zéro. Tu vas avoir du mal à trouver des gens vraiment bons. Et ça prend énormément de temps. Ce qu'on a fait au début, c'était identifier finalement des mini Blablacar, mais nous on n'était pas bien plus gros, donc d'autres Blablacar peut-être un peu plus petits, un peu moins financés qu'on l'était à l'époque, et d'aller chercher vraiment des talents. Une grosse partie de notre expansion internationale, quand on pouvait, la route préférée, c'était clairement la route acquisition, mais des acquisitions de sociétés qui étaient très jeunes. Et en fait, ce qui était très important là-dedans, c'était se dire on pouvait encore assez facilement imposer notre produit et notre marque. Donc en fait, à chaque fois, c'était ça qui était important pour moi, c'était que l'entrepreneur accepte finalement que ça s'appellera Blablacar et on utilisera, donc je voulais une seule marque au niveau global et une seule plateforme technique au niveau global. Par contre, énormément de ce que j'appelais le local autonomy, donc je leur prenais le local autonomy sur le marketing, construire l'équipe, le bizdev, etc., etc. Donc on est sur une première phase 2012-2015, beaucoup d'acquisitions géographiques qui servent la marque, qui servent la stratégie. Et quelque part, on a un point d'inflexion. Comment ça se passe quand on a une deuxième phase d'acquisition? On va y venir, avec des sociétés comme Less ou Webus ou Busfor, on va y venir. Où là, en fait, toujours dans cette idée-là, votre vision commence un petit peu à changer, votre stratégie commence à changer. On passe du simple covoiturage à quelque chose de beaucoup plus large. Et exactement. Comment, en fait, vous réfléchissez en se disant, globalement, aujourd'hui, on a une stratégie qui évolue et on va regarder si finalement on ne peut pas accélérer notre stratégie en trouvant des acquisitions. Voilà, comment ça vient et puis... Déjà, comme tu le disais très bien, le M&A est là pour nourrir la stratégie. Donc, en fait, j'ai toujours vu le M&A comme quelque chose de stratégique et pas d'opérationnel ou tactique. Donc, en fait, il fallait que tous les M&A qu'on fasse ou quasiment aillent dans le sens de la stratégie forte du moment. Donc c'est vrai que de 2012 à 2016-2017, la stratégie c'était on fait du covoiturage, on est le leader au début en France, on a l'air d'être les seuls ou les premiers à avoir trouvé un business model scalable autour de ça, il faut aller vite partout dans le monde, donc le M&A est là en soutien pour accélérer cette stratégie qui est internationale. À partir de 2017, changement de stratégie, on arrête d'ouvrir des pays, on en a ouvert 22, on fait aussi un triage, et en même temps, on a défini une suite, donc la suite stratégique, et c'était de se dire, là on commence à avoir une audience, on avait une audience passager
captive, incroyable, avec un NPS qui tourne entre 50 et 70 par pays, donc les gens adorent le service, mais finalement on se dit on offre que du covoiturage et on pourrait offrir beaucoup plus et devenir, comme tu l'as un peu évoqué, cette plateforme multimodale et commencer finalement à avoir une stratégie plus de supply et de se dire comment est-ce qu'on va chercher plus de modes de transport sur cette audience passager existante pour finalement augmenter la fréquence, augmenter les cas d'usage, etc. Et donc là arrivent en fait des acquisitions, elles sont toutes stratégiques, mais on a une acquisition de tech, LES, où là vous allez chercher en fait une techno qui va servir encore de ces stratégies, mais j'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus particulièrement à Webus. Pourquoi ? Parce que quand on a vu apparaître cette acquisition-là, c'est vrai que dans l'esprit de beaucoup, les grands groupes rachetaient les startups. Et là, en fait, c'était une sorte de reverse acquisition où, pour une fois, c'était la grosse startup qui rachetait en fait une activité assez forte d'un grand groupe. Donc, comment est arrivé de nous en fait quelques éléments en fait de coulisses, comment ça arrivé et comment, quand on est chez BlaBlaCar, on se dit cette acquisition-là, ce rapprochement-là, il ne faut pas qu'on loupe parce que c'est game changer. Comment ça s'est passé ? Ouais, c'est assez intéressant. Donc déjà, en toute humilité, on était, moi j'ai le sentiment qu'on avait été stratégiquement un peu en retard sur le bus. C'est-à-dire on était hyper focalisé sur notre stratégie covoiturage international. On a un peu, je ne vais pas dire raté, mais peut-être négligé cet aspect libéralisation de l'autocar en Europe. Avec Flexibus qui était en Allemagne et qui allait très bien. L'Allemagne qui était en avance de phase. Ensuite, la France qui est arrivée autour de 2015, je crois, c'était la libéralisation. Alors c'était très lent au début, parce que personne ne savait exactement ce qu'allait se passer. On n'avait jamais vu vraiment d'autocar longue distance, ni en Allemagne, ni en France. On n'était pas sûr que les gens allaient faire ça. Et c'est vrai qu'on a mis ça un peu de côté stratégiquement pendant 2 ans, en gros, de 15 à 17, en se disant, on a autre chose à faire, c'est pas très important. On s'est quand même rendu compte en 2017 qu'il y avait une véritable demande passager pour ça, et que finalement, c'était quand même le même type de demande qu'on avait pour le covoiturage. Et donc, dès qu'on commence à se dire, il faut qu'on fasse qu'on ait plus d'offres, naturellement, ça nous amenait vers le bus. Donc on a commencé à expérimenter, donc ça c'était je crois début 2010, donc 2017 décision, début 2018 on opère nos premières lignes de bus. Donc là on fait des tests sur, je crois que c'était 3 destinations, on avait du Paris-Lille, on avait du Paris-Rennes, il se trouve qu'à l'époque, et ça on le savait pas, la SNCF commençait à se poser des questions sur le futur de Webus, et était dans une stratégie en réalité de recentraliser, qu'on le voit maintenant, de se recentrer sur ce qu'ils font bien, le train, et de vendre tout un tas d'actifs. On ne le savait pas, mais le fait qu'on lance des lignes de bus a amené cette discussion. Ils sont venus nous voir en disant on se pose tout un tas de questions sur Webus, et ça a accéléré les discussions entre début 2018 et octobre, ou je crois que c'était novembre 2018, où en effet on a signé l'acquisition de Webus. Donc pour nous, c'était un accélérateur fantastique en termes de visibilité et d'audience, parce qu'on rachetait quasiment le leader ou co-leader du fameux marché des cars Macron, les cars longue distance. C'était aussi un challenge, parce que c'est un business model qui avait démarré, on va dire, très SNCF, où on achète des bus, on embauche des conducteurs de bus, donc très le modèle transport classique, et qui était en train de vivre au sein de la SNCF une transformation vers un business model plus flexible, ou en fait plus marketplace. Donc ça c'est la bonne nouvelle, mais c'était pas fini. Donc c'était quand même un business qui perdait encore pas mal d'argent, qui était en pleine transformation, mais qui dans notre stratégie multimodale faisait énormément de sens. Et c'est finalement assez récent, parce que le deal a été closé en juin 2019, donc il y a à peu près 1 an. Donc finalement on a opéré, entre le closing, opéré Webus et le Covid, on a eu 9 mois d'opération sous BlaBlaBus. Mais on a énormément, on a fini la transformation du business model. Donc aujourd'hui on est sur un business model qui est, on peut appeler ça marketplace, mais en tout cas plateforme, voilà, un business model plateforme. On ne possède pas les bus, on travaille avec des partenaires, ils embauchent les conducteurs de bus, et ce qui
leur permet et nous permet plus de flexibilité. La flexibilité, c'est quand même quelque chose de critique pendant cette période Covid. Et comme vous vous ennuyez un petit peu en fait chez BlaBlaCar, vous vous êtes dit en fait on va encore se mettre la pression. Et là vous faites l'acquisition de BuzzFor, qui est un peu moins connu, qui a fait un peu moins la une. Et pourtant en fait BuzzFor c'est le numéro 1 de la distribution de billets de bus en ligne en Russie et en Ukraine. Bon, même si vous avez déjà 25 millions de membres dans la région, c'est quand même une très grosse acquisition. Là, en fait, elle arrive septembre 2019. Tu le disais, en fait, il y a eu quasiment un an pour commencer à interagir avec Webus. Et là, vous vous remettez en fait dans une dynamique forte en se disant, là aussi, on a cette opportunité, on peut pas la louper puisque cette zone-là est une zone importante pour BlaBlaCar. Oui, et BuzzFor, c'est une société, pour le coup, ça s'est fait de manière moins rapide et spontanée que Webus. Ça faisait 2 ans qu'on se tournait autour. Donc on connaissait très très bien BuzzFor qui coopère en effet en Russie, Ukraine et Pologne, donc sur Est. T'as raison de le dire, en fait, c'est même en termes de staff et de volume de passagers plus gros que Webus. Donc ça a fait énormément de bruit dans cette région, beaucoup moins en France parce que personne s'intéresse au transport en Russie, Ukraine, etc. ici. Mais là-bas, c'était le contraire. Donc, ils connaissaient pas. C'est un leader. Donc, forcément, lorsqu'un leader est racheté par une boîte étrangère, on peut imaginer donc, ça a fait beaucoup de bruit là-bas. Et là, en fait, c'est la même vision consommateur, la même vision pour les passagers. C'est-à-dire qu'on veut intégrer du bus. Par contre, c'est légèrement différent. C'est-à-dire que Webus, on partait vraiment d'un opérateur qu'on devait transformer vers de la plateforme. Là, on achetait vraiment un acteur plateformique, technologique, qui faisait 100% de croissance year on year. Donc c'était un type d'acquisition différent où il y avait moins de transformation à faire. Par contre, beaucoup plus de challenge culturel. BuzzFor, c'est pas juste un site de distribution de bus en fait. C'est une plateforme. C'est une techno. C'est une plateforme techno et en fait c'est l'équivalent de ce qu'est Amadeus pour l'aérien. En fait, c'est une plateforme de Global Distribution System, les fameux GDS. Et ils ont, maintenant on a un sorte de lock-in sur le marché du bus sur la région parce que quasiment tous les bookings de bus passent, en tout cas ceux qui se font en ligne aujourd'hui, passent par leur plateforme qui permet en fait de pricer les différents sièges et de gérer l'inventaire. Encore une fois, un peu comme Amadeus ou Cyber pour ceux qui connaissent ça sur l'aérien. C'est quoi les grandes leçons que tu peux tirer en fait de ces 12 acquisitions ? Oui. Alors, je pense qu'il y a peut-être plusieurs leçons. La première, c'est toujours faire des M&A qui fit la stratégie. Donc, faut pas faire. Enfin, je pense que c'est très très dangereux de faire des acquisitions pour des raisons tactiques. Donc, c'est-à-dire pour réduire des coûts, pour faire des choses comme ça. Et je pense que c'est assez compliqué. Donc, il faut que ça colle à la stratégie. Il faut que ça soit hyper stratégique, hyper important dans le giron du CEO. Et que ça compte d'un point de vue stratégique. Deuxième aspect, c'est culture. C'est-à-dire qu'il faut quand même croire à une intégration potentielle culturelle des deux entreprises. Donc je parlais là des challenges, il y en a toujours, hein, c'est jamais simple, mais il faut tout de suite identifier où va être le challenge culturel. Et donc, alors quand c'est des toutes petites sociétés, il y en a beaucoup moins. Je parle de ça dans 2 secondes. Mais quand c'est des sociétés plus grandes, comme Webus ou BuzzFor, il faut immédiatement identifier où va être le problème. Donc avec Webus, on voyait bien qu'il y avait des méthodes de travail et des business models au départ assez différents et qu'il allait falloir énormément travailler, mettre tout de suite ça au centre du PMI, de tout l'exercice de post-merger pour se raccorder là-dessus. Sur BuzzFor, c'était pas ça. Sur BuzzFor, c'était plutôt de se dire on hérite de plus de 100 personnes entre la Russie et l'Ukraine, certains qui parlent pas bien anglais, etc. dans les équipes. Donc en termes de culture de travail, de comportemental, c'est complètement différent. Il va falloir qu'on s'adapte. On est en train de devenir, il va falloir qu'on ait des ponts culturels, linguistiques forts, sinon on va pas se comprendre. Mais finalement, les méthodes de travail, la culture, c'était aussi une société VC-backed, high growth startup, techno. Donc de ce point de vue-là, proche. Mais Russie et Paris, c'est pas complètement les mêmes méthodes de travail, les mêmes cultures de management. Ils avaient une culture de management beaucoup plus top-down, nous beaucoup plus consensuelle. Donc voilà. Donc ça, faut vite les identifier et se dire, est-ce que c'est un showstopper ? Est-ce qu'en fait, ça va être un poison et on va se prendre les pieds dans le tapis ? Et dans ce cas-là, en fait, même si ça a l'air très smart stratégiquement et plutôt pas mal financièrement, ça peut devenir une connerie parce qu'on va pas s'en sortir. Ça va être un vrai problème de PMI. Troisième chose quand même à regarder, c'est les ratios de taille. C'est-à-dire que, et je parle de ces 2 dernières acquisitions parce qu'on était
je trouve légèrement au-dessus de la zone de confort. Moi, j'aime bien les histoires de, en gros, ratio de 1 à 10 ou moins. C'est-à-dire que je trouve que ça se passe la société rachetée est 10 fois plus petite que la société qui rachète, parce qu'en fait, il n'y a pas tellement de doute. Enfin, il y a une sorte de... Ça se mélange plus facilement, il y a une sorte de culture dominante qui va facilement s'imposer, puis il n'y aura pas deux clans pendant trop longtemps. Ce qui est vrai dans les startups, un peu moins peut-être dans les grands groupes. Parce que justement, là, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir en fait à toutes les difficultés qu'ont les grands groupes à intégrer des startups, puisqu'il y a un état d'esprit qui n'est pas complètement le même. Et souvent, en fait, l'esprit startup, comme tu le dis, n'arrive pas en fait à trouver son miroir en fait, peut-être dans là, au cas d'espèce, c'est vrai que vous avez en fait acquis des sociétés qui étaient dans la plupart des cas des startups. La notion de taille, là, c'est la dilution de la culture. Comment en fait une culture dominante peut permettre quelque part d'intégrer correctement en fait la chose. Alors après, on adapte de facto notre culture, mais c'est différent. Il y a le côté en fait ouverture internationale, linguistique et culturelle, hein, au sens vraiment pas culture d'entreprise. Oui. Et ça, c'est ce qu'on vit avec un boss fort, parce qu'on a beaucoup plus de gens en Russie, etc. Mais après, je pense à un moment, il faut faire un choix fort. C'est peut-être mon 4e point. Faire un choix fort de est-ce qu'on fait une vraie intégration forte ou est-ce qu'on garde la société complètement à côté. Donc nous jusqu'à là, voilà, standalone. Et c'est possible. Il y a tout un tas de cas. De WhatsApp, etc., qui pendant assez longtemps, si on regarde Facebook et WhatsApp, ou peut-être même Instagram pendant un moment, il y a eu des phases pendant lesquelles ils restaient complètement indépendants, et ils ont décidé de prendre leur temps avant de faire l'intégration. Waze, chez Google, que je connais bien, reste totalement, enfin quasiment totalement indépendant. Il bénéficie du grand bateau Google, mais ça reste relativement indépendant. À côté de ça, il y en a qui sont très vite digérés. Donc moi, pour les gens qui veulent faire du M&A, il y a pas mal de littérature sur Cisco. Cisco était une boîte qui était excellente en M&A, qui faisait souvent des petits M&A assez tôt, qui les intégrait super bien. Et c'était eBay, je pense, ça a été relativement bon aussi. Et ils avaient toute une équipe dédiée, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, il faut une équipe dédiée au post-merger integration. Ce qui est le cas en fait chez Blablacar. Comment vous êtes organisé là-dessus? Ouais, on les fait. On n'est pas suffisamment gros pour avoir une équipe constante PMI en réalité, mais en tout cas, dès qu'on fait un gros M&A, on met vraiment une équipe projet forte pour gérer ça. Et justement, on a identifié les points qui nous semblent sensibles. Que ce soit des points business ou des points legal, mais souvent plus des points culturels, de manière de travailler. Et très tôt, on adresse ces points-là avec une équipe projet. Comment tu vois la suite de Blablacar? Si tu rêves, tu dis Blablacar dans 5 ans, c'est quoi? Là, on ouvre quand même le chapitre multimodal, j'ai appelé ça multimodal, intermodal, et rentrer un peu plus dans les villes. Je pense que ça va nourrir facilement les 5 prochaines années. Donc là, on commence, parce que c'est assez récent tout ça, à intégrer les bus. L'idée, c'est de faire ça à un niveau global. Si on regarde au-delà de la France, c'est vrai que souvent on a un biais français, mais nous, on a 80% de notre usage hors France. Sur la plupart des pays émergents, le marché du bus est un marché colossal qui, en fait, n'a pas encore fait sa transition offline vers online. Prends le Brésil. Le Brésil, c'est 7 milliards de dollars de marché bus, qui est en gros 90% offline. Et il n'y a pas encore le Amadeus et l'Expedia du bus. C'est ce qu'on est en train de devenir avec Blablacar, avec l'acquisition Busfor. On est en train de commencer à connecter tout l'inventaire brésilien. L'idée ensuite, c'est aussi de connecter les trains. Là, j'ai envie de dire, il y a déjà des gens qui le font. Pourquoi le faire ? Pour 2 raisons. C'est qu'on deviendrait la plateforme qui a réellement tout, la voiture, le bus, le train. En tout cas, pour l'audience qui arbitre entre tout ça, ça devient pertinent. Mais surtout, et donc ça c'est probablement l'histoire qu'on démarrera d'ici 1 an plus, commencer à connecter tous ces trajets. Entre la proximité du covoiturage, le low cost du bus, la vitesse du train, si tu fais des trajets intermodaux où tu les connectes intelligemment avec des points de rupture plutôt générés, enfin les points de rupture qui peuvent être des gares quand c'est des trains, mais en fait qui sont générés par du machine learning dans du covoiturage, on a 20 000 points de dépose en France de covoiturage qui sont en fait générés par les utilisateurs. Et c'est du machine learning qui l'apprend et qui le gère et qui voit s'ils sont pertinents ou pas, juste avec de la data. On peut commencer à créer un réseau quasi point à point incroyable à un niveau de 22 pays. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est ça qui nous pousse là sur les probablement 3, 4, 5 prochaines années. Combiné avec ça,
pour le moment, je vais dire un désir parce qu'on va voir jusqu'où on peut pousser ça, de rentrer un peu plus dans les villes. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on commence à explorer avec Voy et BlaBlaRide, potentiellement avec du vélo. C'est se dire, voilà, est-ce qu'on peut aussi exister dans les villes? Ça, pour le moment, c'est plus exploratoire. Merci Nicolas pour ce partage. Merci beaucoup. On aime bien l'idée en fait de pouvoir partager et de faire partager des histoires de croissance. Donc merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.